Madame la députée, bonjour. Bonjour. Comment va l'Algérie? Ben écoutez, elle pourrait aller mieux. On lui souhaite en tous les cas d'aller mieux, mais actuellement, le contexte, que ce soit le contexte sécuritaire, le contexte économique et le contexte politique, font que l'Algérie ne va pas très bien. Mais depuis les 15 dernières années, par contre, où on aurait pu penser qu'on allait progresser, et en termes démocratiques, et en termes économiques, et en termes sociaux, on a particulièrement régressé. Justement, au moment où on avait le plus d'argent, et au moment où on pouvait s'attendre justement à ce que l'Algérie explose, parce que justement il y a cet argent, il y avait les moyens pour pouvoir installer la démocratie, les moyens pour installer une économie de production et pas seulement une économie de la rente, des moyens pour avoir une université de qualité. Comme par hasard, on a régressé pendant cette période-là. Donc effectivement, l'Algérie globalement n'allait pas très bien après l'indépendance, mais on n'avait pas assez de moyens. Aujourd'hui, on avait les moyens et malheureusement, on régresse. Voilà, donc c'est quoi le problème? C'est un problème de gouvernance, tout simplement. C'est un problème de gouvernance et c'est un problème de vision de l'Algérie. J'ai un peu, moi, l'impression que les gouvernants n'ont pas de vision, ne savent pas anticiper, d'une part, et n'ont pas de vision de l'Algérie à 20 ans, à 30 ans. Un pays, comme une commune, ça se construit avec un projet d'envergure, mais Une idéologie, c'est peut-être. Et une idéologie, bien évidemment. Le problème qu'on a en Algérie, par exemple, sur l'économie, on ne sait pas si on est socialiste, si on est libéral, si on est communiste. Et le rapport de l'État avec les islamistes? Il y a ce rapport-là qui est ambigu, qui aujourd'hui pose problème. Oui, dans quel sens? Qui pose problème. Qu'on ait fait la concorde civile pour arrêter effectivement les massacres, etc., jouer la réconciliation, pourquoi pas? Sauf que ça a été fait d'une part sans associer les victimes du terrorisme, qui n'ont pas été associées à la notion de réconciliation, qui n'ont pas été accompagnées à gérer cette réconciliation. Aujourd'hui, on a des islamistes. J'ai lu il n'y a pas longtemps, je crois que c'est ce matin, sur un journal algérien, qu'il y avait des Afghans qui se réunissaient sur la place de Béjaïa. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'on est dans un contexte sécuritaire ultra difficile, avec des incursions de Daesh en Tunisie, avec des armes et des terroristes qu'on abat tous les jours en Kabylie, à la frontière libyenne. Qu'est-ce que ça veut dire que ces gens continuent à venir prêcher la haine dans l'espace public? Moi, je pense qu'on essaie de créer des tensions là où on sait que les tensions sont déjà exacerbées, pour justement créer des problèmes. On a eu le même problème à Gardaïa, enfin chez les Mozabites. On a vécu avec les Mozabites. Les Mozabites sont partout en Algérie. C'est vraiment la partie de la population la plus sage, qui s'entend avec tout le monde, qui travaille, qui est respectueuse, avec l'éducation de leurs enfants qui est extrêmement réglée. Et on a eu des problèmes avec les Mozabites, soi-disant, c'est les ibadites et les... Mais enfin, donc on voit bien que quand même, on laisse de manière organisée ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, on laisse faire des gens, on laisse des gens créer des tensions, des foyers de tension, certainement pour nous faire oublier les réalités. Parce que quand on dit à l'Algérien, il y a des tensions à Béjaïa, il y a des tensions à Gardaïa, il y a des tensions à Ain Salah, il y a des tensions de l'autre côté à Batna. Pendant ce temps, l'Algérien, au lieu de s'occuper de qu'est-ce qui se passe de manière politique dans mon pays et de se dire pourquoi les oignons, tout d'un coup, ils sont à 300 dinars le kilo, pourquoi on me dit que les patates, elles sont en train de pourrir, mais qu'en même temps, je les paye 150 dinars le kilo. Ah non, attention, on ne peut rien dire parce qu'il y a des foyers de tension, parce que les Algériens en général ne veulent pas revivre la période noire. Donc j'ai un peu l'impression que c'est organisé. En même temps, quand vous avez un Hamadash qui s'est baladé dans les rues d'Alger avec un drapeau noir, y compris devant l'Assemblée nationale, sans que personne n'arrête, c'est pas normal. Moi, vous parlez de Béjaïa, mais à Blida, il y a une association qui s'est créée pour obliger les petites filles à partir de 3 ans de mettre le niqab à 3 ans. Comment ça se fait que cette association a eu l'agrément du ministère de l'Intérieur?
Alors qu'il y a des partis politiques avec des personnalités politiques qui ont déposé des demandes, par exemple, de partis ou d'autres, et qui ont attendu pendant 15 ans. Il y a un problème. Donc moi, vous me parliez de pouvoir, mais de quel pouvoir? On ne sait pas qui a le pouvoir dans ce pays. En tous les cas, ce pouvoir ou ce système est plein de contradictions. Et il y a des pouvoirs alors, on a dit. Il y a certainement des pouvoirs. Eh bien, écoutez, ce que j'ai déjà envie de vous dire, c'est rigolo. Ça va être déjà, s'il est Premier ministre, il va être déjà anticonstitutionnel, parce que je crois que Chekib Khalil est algéro-américain et que l'article 51 interdit justement l'accès On verra tout ça. au poste à responsabilité. Donc ça sera intéressant de voir si M. Chekib Khalil, enfin, moi je ne sais pas si tout ce qui se dit sur Chekib Khalil est vrai ou pas vrai. Qu'on soit très clair là-dessus. Il n'a rien démenti de tout ce qui a été. Mais enfin, voilà. Il n'a jamais attaqué personne pour diffamation, y compris la presse algérienne. Il y a eu des tartines d'articles sur Chekib Khalil. Il n'a jamais démenti, il n'a jamais porté plainte. Donc, alors je ne veux pas être de celles qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, quand même. La justice algérienne a déposé quand même un mandat d'arrêt contre ce monsieur. Le procureur d'Alger a été limogé. Donc ce procureur, il n'était pas fou. C'est bien qu'il avait un dossier. Qu'au moins Chekib Khalil vienne répondre comme n'importe quel justiciable et apporter la contradiction à la justice algérienne. C'est comme ça qu'on fait quand on est citoyen. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'Algérie est le pays des miracles. Hein. Écoutez, les problèmes de la communauté algérienne établie en France en particulier, puisque c'est ceux-là que je représente, et parce qu'on est beaucoup plus nombreux ici aussi, on a eu d'abord tous ces problèmes administratifs liés à la gestion du passeport biométrique. Quand tous les pays du monde avaient 15 ans pour mettre en place le biométrique, les pays développés, nous un pays en voie de développement, avec une désorganisation totale de là, on a décidé qu'en 2 ans, on allait faire ce que les autres pays avaient fait en 15 ans. Déjà, c'était pas gérable. Et en plus de ça, on a augmenté les difficultés avec le fameux S12 parce qu'il fallait recenser toute la population. Donc on s'est organisé pour se créer des difficultés. Ça commence, tout doucement, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais ceci dit, on a un vrai problème dans nos consulats. D'abord, il y a un problème de moyens. Il n'y a pas assez de personnel dans les consulats. Ça, c'est une chose. Ces consulats font trop de choses en même temps. Ils font office de daïra, d'APC, de wilaya, de crous, de service social, de service juridique, tout ça avec le même personnel et avec 250 000 ressortissants dans les consulats, dans certains consulats. Donc c'est pas possible, on ne peut pas gérer ça. Mais ça commence à aller un petit peu mieux. Après, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui et qui a mobilisé la diaspora, c'est vraiment cette discrimination qu'on a introduite dans la Constitution. C'est de dire que les binationaux sont des citoyens de seconde zone. Parce qu'il faut savoir que dans la diaspora en France, 80% des Algériens qui vivent en France sont des binationaux. Ce sont 2e, 3e, 4e génération. Et qui continuent à demander et à avoir le passeport biométrique. Ils pourraient être complètement français. Ils veulent avoir leur passeport algérien. Ça veut bien dire qu'ils ont l'Algérie au cœur. Et nous, en tant qu'Algériens et l'État algérien, ne peut pas refuser cette richesse-là, qui est bien plus importante que le pétrole, puisque le pétrole se tarit, mais la diaspora, elle fait des enfants. Oui. Donc elle ne se tarira jamais. Mais là aussi, il n'y a pas de vision. Moi, j'ai toujours reproché au gouvernement cette absence de vision de cette diaspora. Ils ont une vision administrative. On était des numéros de carte consulaire. Puis subitement, les numéros de carte consulaire, ils ont commencé à revendiquer des choses. Et là, ils se sont dit, ah, tiens, mais c'est des gens. Qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Donc, c'est problématique. Sur le dossier des étudiants, quand j'ai été élue, j'ai rencontré les étudiants et j'ai même rencontré la ministre française de
l'enseignement supérieur ici, avec qui j'avais discuté de la création d'une maison de l'Algérie à la cité, à la cité universitaire, là où il y a la maison du Brésil, la maison du Maroc, etc. La France était tout à fait disposée à donner du terrain, en tous les cas ou un bâtiment, pour que l'Algérie crée cette maison de l'Algérie. Là, c'est pareil. En Algérie, ils ne sont pas du tout disposés à entendre ce genre de choses. Donc voilà. Donc j'ai eu une fin de non-recevoir de la part du gouvernement algérien sur cette question. Maintenant, nous étudions sur la question du travail, parce que c'est surtout là-dessus que ça pêche. On a effectivement des accords de 68 qui dérivent des accords d'Évian, où la notion d'étudiant n'a pas été véritablement travaillée, en tous les cas elle n'a pas été pensée. En 1968, on n'a pas pensé que les étudiants algériens, d'une part, seraient aussi nombreux en Algérie, d'accord, et d'autre part, quand ils ont fini leurs études, qu'ils resteraient en France, parce que c'est ce qui arrive la plupart du temps. En 1968, les étudiants qui venaient en France étaient des étudiants boursiers. Il n'y avait pas de haraga et il n'y avait pas d'étudiants qui venaient comme ça. Il n'y avait que des étudiants boursiers de l'Algérie qui avaient vocation à travailler, à faire leurs études et ensuite à revenir construire le pays. Avec, bien évidemment, justement, préparer des formateurs, des éducateurs, pour qu'après, il n'y ait plus d'étudiants qui viennent en France. Parce que théoriquement, dans l'idéal, on aurait dû avoir des superbes universités et que nos étudiants restent dans le pays pour apprendre. Exact. Donc voilà le contexte des accords de 68. À côté de ça, dans ces accords de 68, pour d'autres corporations, par exemple les commerçants, les restaurateurs, vous savez que seuls les Algériens de nationalité algérienne, unique, exclusive, ont le droit d'avoir une licence 4 en France. Dans le cadre des accords de 68, les Tunisiens, Marocains, Libyens, ne peuvent pas ouvrir de restaurant. C'est ce qui explique que quand vous voyez en Ile-de-France ou à Paris, la plupart des brasseries sont tenues par nos compatriotes algériens. Et en plus de ça, majoritairement issus de la région de Kabylie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort des accords de 68 et on pénalise une catégorie de la population au profit d'une autre? Comment on fait? Moi, j'ai une proposition que je suis en train d'essayer de travailler ici en France avec le gouvernement français d'abord et pour la faire en Algérie. Je voudrais que nos étudiants, à la fin de leurs études, puissent avoir une carte de séjour d'au moins 3 ans pour pouvoir travailler, pour pouvoir acquérir de l'expérience professionnelle, pour développer leurs compétences, pour ensuite pouvoir travailler en Algérie. Mais qu'il faut qu'ils rentrent en Algérie. Parce que si tous nos étudiants restent ici, jamais on va construire l'Algérie. L'Algérie va réussir. Je serai peut-être plus là pour le voir. Mais elle va réussir et elle va être leader méditerranéen et leader africain. Moi, j'en suis persuadée. Merci, madame.